quand on entend des professeurs, des personnels administratifs, des personnels de service parler d'éducation. Quand on se promène dans une salle des professeurs ou dans un couloir ou dans un lieu où des gens discutent des manières d'éduquer les enfants ou même en famille, on découvre que finalement, on réinvente toujours deux grandes théories de l'éducation. Il y a toujours ceux qui, d'un côté, prônent le respect de la personne et expliquent que le développement de l'enfant est lié d'abord à une attitude d'écoute, de compréhension, à une attitude de bienveillance, d'accompagnement. Il y a ceux qui, quand l'élève est en retard, cherchent d'abord à comprendre pourquoi il est en retard, à discuter avec lui sur les causes de ce retard, à négocier avec lui pour chercher comment progressivement faire disparaître les causes de ce retard. Il y a ceux qui privilégient tout ce qui est de l'ordre de chercher à comprendre, respecter, considérer l'autre comme étant digne à la fois d'estime et considérer son jugement comme étant digne d'être pris en considération. Et puis en face, on a ceux, et c'est parfois les mêmes d'ailleurs, selon les moments de la journée, selon nos humeurs, selon nos états de fatigue aussi, qui considèrent que l'enfant doit se plier aux règles qui sont établies par la société, que s'il est en retard, il est en retard, qu'il savait qu'il devait être à l'heure, et qu'il n'y a pas à discuter ni à chercher à comprendre, que cela est même une attitude un peu condescendante, qu'on a au contraire à manifester l'existence d'une règle, d'une loi qui contribue à structurer l'enfant, à l'intégrer dans une société et à lui faire accepter et adopter les principes sans lesquels cette société ne peut pas fonctionner. Et dans beaucoup d'établissements scolaires, on voit finalement que les adultes oscillent d'une attitude à une autre. Ce serait d'un côté l'adulte jardinier bienveillant. Vous voyez le jardinier avec son arrosoir, son canotier ou son chapeau de paille qui est là à côté des enfants pour les aider à se développer et à grandir avec ce sourire constant, avec cette amitié constante, avec le présupposé que l'enfant n'a jamais tort, que l'enfant a toujours des excuses, que l'enfant, s'il commet une erreur, c'est sans doute parce qu'on lui a mal expliqué les choses et qu'il porte en lui les virtualités qui lui permettraient de tout comprendre et de tout faire. Et puis, d'un autre côté, on a l'adulte qui est plutôt le mécanicien, l'ingénieur, qui considère qu'il faut revisser les boulons, et que quand il y a du jeu dans la machine, il ne suffit pas de regarder, d'écouter, mais qu'il faut parfois intervenir vigoureusement et qu'il faut rappeler la loi, qu'il faut rappeler les principes fermes qui permettent à l'individu de s'inscrire dans une société donnée. Il faut sortir de cette oscillation-là parce que cette oscillation est destructrice de l'idée même de développement de l'enfant et elle contribue à le déstabiliser. Elle contribue le plus souvent à générer chez lui des attitudes qui sont des attitudes de caractère stratégique. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher véritablement à être authentique avec l'adulte, l'enfant et l'adolescent vont chercher à comprendre qui ils ont en face d'eux. Et cette oscillation produit donc chez les enfants et chez les adolescents, me semble-t-il, ce qu'on pourrait appeler un peu de déboussolage. Ils ne savent plus trop où ils en sont et ils s'adaptent en fonction de ce qu'ils estiment être le plus efficace au moment le plus opportun. On a raison de dire qu'il faut respecter l'enfant. On a raison de dire qu'il faut le respecter pour toute une série de causes, pour toute une série de conditions, et d'abord parce que, quelle que soit notre influence et notre pouvoir en matière éducative, c'est toujours l'enfant et lui seul qui prend toujours la décision ultime. Et nous ne pouvons jamais prendre de décision à sa place. Je peux toujours
organiser une planification d'un enseignement qui permette, en 167 sous-objectifs, de passer de l'entrée dans le hall de la piscine au crawl de compétition. Il restera un moment où il faut sauter dans l'eau. Il reste toujours un moment où l'enfant seul peut décider d'apprendre, peut décider de faire, peut décider d'accéder à l'autonomie. Et une des conditions de l'éducation, et c'est une condition qui a été reconnue, me semble-t-il, depuis très longtemps, c'est la reconnaissance de l'impouvoir de l'adulte, j'allais dire de l'impuissance de l'adulte, sur ce qui véritablement constitue les ressorts du développement de l'autre. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que cite Lacan, qui est « Si je me mets à la place de l'autre, l'autre, où est-ce qu'il se mettra ?» Ce qui veut dire que, paradoxalement, le véritable pouvoir de l'éducateur, c'est de reconnaître que l'on ne peut pas agir sur les personnes. Je ne peux pas pénétrer dans votre tête. Votre tête, elle vous appartient et elle n'appartient qu'à vous. Et les décisions essentielles de votre vie, elles n'appartiennent qu'à vous. Et il n'y a que vous qui puissiez les prendre. Et l'enfant, c'est pareil, il n'y a que lui qui puisse décider d'apprendre. Il n'y a que lui qui puisse se jeter à l'eau. On a donc raison, fondamentalement, de considérer qu'il y a, chez tout individu, une liberté fondatrice sur laquelle nous n'avons pas de pouvoir. Nous n'avons pas de pouvoir. Seul l'autre a du pouvoir. Et heureusement que nous n'avons pas de pouvoir, parce que si nous avions du pouvoir sur cette liberté, quand nous disparaîtrions, eh bien, l'autre, d'une certaine manière, se déroberait et retomberait au stade inférieur du développement. Le jardinier a raison de nous dire que le pouvoir est dans la graine. Mais en même temps, le mécanicien a raison de nous dire que nous avons à organiser des institutions où l'autre puisse prendre le pouvoir. Et c'est là où je dirais volontiers que le rôle de l'école, qu'on a peut-être un peu oublié, c'est d'être d'abord un espace de sécurité. Un espace de sécurité où l'on peut prendre des risques sans être menacé d'humiliation, sans être menacé de sanctions, sans être menacé d'être mis au banc de la communauté. C'est le principe de l'auto-école. Dans l'auto-école, on peut prendre des risques parce qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui a une pédale de frein. L'école est un lieu où on doit pouvoir prendre des risques, on doit pouvoir, par exemple, prendre la parole, oser faire des choses qu'on n'aurait jamais osé faire parce qu'on a la certitude que le lieu est structuré de telle manière que ces risques ne seront pas des charges qui seront retenues contre vous. L'espace de sécurité, ça va nous renvoyer à des lois fondamentales. Tout le monde a le droit de parler sans être humilié. Tout le monde a le droit d'essayer sans être sanctionné parce qu'il se trompe. Tout le monde a le droit de tenter de faire des choses qui lui sont demandées sans risquer que ni l'enseignant, ni ses camarades, ni les adultes qui se trouvent autour de lui se moquent de lui. Tout le monde a le droit de circuler dans l'établissement sans être violenté. L'adulte a tout à la fois à dire à l'enfant, c'est toi et toi seul qui peux décider de ton avenir, je ne peux rien décider à ta place. Mais je peux créer les conditions optimales pour que tu décides. Je peux créer des conditions pour que ta décision, tu puisses la prendre en toute liberté, sans pression de tes camarades, sans pression du leader qui va t'imposer son point de vue, sans pression du petit chef qui dans la classe est parfois plus tyrannique que le prof, sans pression de tes parents même,
sans pression de tous ces adultes-là. Moi, je suis là pour te garantir cet espace où progressivement, tu vas pouvoir toi-même prendre tes décisions. Et puisque nous parlions de place tout à l'heure, je dirais volontiers que là, le rôle de l'adulte, ce n'est pas de prendre la place de l'enfant, mais de faire de la place pour l'enfant. Une véritable socialité est une socialité dans laquelle il y a à la fois un respect des différences et une reconnaissance fondatrice des ressemblances. Et je crois que ça, c'est le grand défi de l'école aujourd'hui, c'est d'être capable de montrer aux élèves que fondamentalement ils se ressemblent, qu'il y a une humanitude qu'ils partagent, qui est fondatrice, qui fait qu'ils soient grands ou petits, maigres ou gros, blancs ou noirs, riches ou pauvres, ils aiment de la même façon, ils souffrent de la même façon, ils partagent au fond ce qui est constitutif de l'homme lui-même, et que sur ce fond de ressemblance, précisément, ils peuvent exprimer leurs différences qui les enrichissent réciproquement. Si nous étions tous pareils, nous n'aurions plus rien à nous dire. Si nous étions tous différents, nous ne pourrions plus nous parler. Et l'enjeu de l'école et le rôle de l'adulte, c'est d'aider les élèves à comprendre qu'ils sont à la fois tous pareils et que donc ils peuvent se parler, et qu'ils sont aussi tous différents et que donc ils ont quelque chose à se dire. Et c'est là où je crois que le rôle de l'adulte est tout à fait déterminant dans l'institution scolaire et que le rôle d'un certain nombre de lieux, que ces lieux soient le self, que ce soit le centre de documentation, que ce soit le gymnase, que ce soit les couloirs, ces lieux qui sont apparemment des lieux marginaux dans l'institution scolaire, c'est là que ces lieux trouvent toute leur place comme lieu d'éducation, parce que ce sont des lieux où précisément la même loi s'impose à tous, où la ressemblance fondatrice peut se redécouvrir et où les individus peuvent redécouvrir qu'en dépit de leurs différences, ils participent tous de la même collectivité, de la même communauté. Et que tous les personnels dans l'établissement scolaire sont là pour faire entendre cette idée qu'il y a un droit à la ressemblance et que les élèves, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau scolaire, la couleur de leur peau, sont des élèves, sont des enfants, des petits d'hommes, et qu'ils portent tous, toute l'humanité d'une certaine manière, en puissance. La connaissance ne garantit pas en soi ni le bonheur, ni la convivialité, ni la moralité. Et c'est ce qui fait que les établissements scolaires se trouvent aujourd'hui aux prises avec un double défi. D'une part, le défi d'instruire, mais aussi celui d'éduquer. Et ils découvrent que le défi d'éduquer n'est pas le même ou n'est pas superposé au défi d'instruire. On peut être très instruit et être par ailleurs quelqu'un qui, sur le plan de la socialité, est particulièrement peu recommandable. Et là, il y a un phénomène extrêmement nouveau et extrêmement intéressant. C'est qu'avec l'effritement des grandes structures de socialisation, qui étaient la famille, mais aussi la religion, mais aussi une certaine pratique du sport, etc., avec cet effritement-là, arrive dans l'institution scolaire aujourd'hui, et pas seulement dans les milieux défavorisés, des gens qui n'ont pas construit le rapport à la loi. Alors, qu'est-ce que c'est que le rapport à la loi? Le rapport à la loi, ce n'est pas compliqué. Le rapport à la loi, c'est simplement le non-passage à l'acte. C'est-à-dire le fait de réfléchir avant de taper.
ce problème-là n'est pas résolu. Il y a un certain nombre d'établissements où on ne réfléchit pas avant de taper. Il y en a quelques-uns où on tape d'abord et où on réfléchit ensuite, et il y en a même quelques-uns que je ne citerai pas où on tape et où on ne réfléchit pas. Réfléchir avant de taper, c'est le fondement de la société civile. C'est une loi au sens où elle n'est pas discutable. Je ne peux pas discuter de cette loi-là parce que cette loi est la condition qui permet de discuter de toutes les autres. Et c'est là où il y a une confusion entre la loi et les règles. Très souvent, les institutions scolaires se focalisent sur les règles. Les règles, c'est des règles arbitraires qui ont été écrites à un moment donné pour une collectivité donnée. Des règles, c'est qu'il faut arriver à l'heure, avoir son cahier de texte, ceci, cela, toutes choses nécessaires et que je ne conteste pas. Simplement, on se focalise sur les règles et on sanctionne ceux qui transgressent les règles, alors que ceux qui humilient publiquement quelqu'un, alors que ceux qui empêchent les autres de parler, alors que ceux qui jettent un juron à la figure de celui qui essaye de s'exprimer en classe ou dans la cour, c'est-à-dire qui enfreint la loi, lui, il est à l'abri de toute sanction. Et que ce soit dans la cour, que ce soit au self, que ce soit dans la classe, je laisse à l'autre le temps de parler. Je laisse à l'autre le temps de me dire s'il n'est pas d'accord. Je lui laisse un tout petit peu de temps avant de lui taper dessus, et si possible, j'essaye de ne pas lui taper dessus. C'est-à-dire que je sursois à l'immédiateté de l'impulsion. Et ça, c'est quelque chose de fondateur. Seulement la difficulté à laquelle nous nous heurtons ici, c'est que sursoir à l'immédiateté de l'impulsion, c'est très difficile. C'est très difficile dans une société où la publicité, la télévision et l'ensemble des médias encouragent les gens dans une logique du tout de suite. Et aider les élèves à sursoir à leur impulsion, c'est donc accepter que nous, adultes, on porte les frustrations qu'on va leur imposer quand ils vont sursoir à leur propre violence. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on accepte de ne pas être aimé toujours. Et je crois que là, nous avons tous, adultes dans l'institution scolaire, une place à tenir, qui est d'imposer, et je dis imposer sans aucun état d'âme, le respect de la loi. Le respect de la loi, ne pas nuire, ne pas passer directement à l'acte, ne pas taper avant de discuter. Faire circuler de la parole et non pas de la violence. Et je crois que nous sommes là devant quelque chose de tout à fait essentiel, qui est que dans beaucoup de cas, ce qui circule d'abord dans l'établissement, c'est de la violence, symbolique ou physique, quand il faudrait que ce soit de la parole. C'est de la violence parce que beaucoup d'annotations sur les bulletins scolaires sont de la violence. On vous explique que vous êtes nul en maths, et puis on vous dit un point c'est tout, vous êtes nul en maths. C'est de la violence. Mais c'est de la violence aussi que de ne pas autoriser, de ne pas permettre, de ne pas rendre possible la parole entre les différents partenaires et les différents acteurs de l'institution scolaire. Et je crois qu'une des difficultés auxquelles se trouve livrée l'institution scolaire aujourd'hui, c'est de restaurer des lieux de parole possibles entre tous les acteurs qui sont présents dans ce lieu. Restaurer des lieux de parole possibles, en sachant que toute parole fait sens et qu'elle fait sens à l'intérieur d'une relation qui n'est pas nécessairement une relation hiérarchique, que la parole de la personne qui va servir au self ou de la personne qui est dans le couloir, qui fait le ménage, ou de la parole du conseiller d'éducation, ou de la documentaliste, ou du professeur, ou du copain, c'est une parole qu'il faut entendre, et c'est une parole qu'il faut prendre au sérieux.
Ça me paraît un des enjeux fondamentaux de l'institution scolaire aujourd'hui. Et ça veut dire que chaque fois qu'il y a des situations de tension, chaque fois qu'il y a des situations de violence larvée ou ouverte, il faut s'efforcer d'introduire ce qui est le principe même de la société de droit, c'est-à-dire la parole. Qu'est-ce que le droit? Qu'est-ce que le droit? Le droit, c'est le fait que celui qui est victime ne peut pas se faire justice lui-même. Qu'est-ce que le droit dans l'école? C'est le fait que celui qui est victime, même s'il est prof, ne peut pas se faire justice lui-même. Parce que s'il se fait justice lui-même, l'élève ne vivra pas la sanction comme de la justice, il la vivra comme une vengeance. Pour qu'il y ait droit, il faut qu'il y ait un tiers médiateur qui permette la parole entre les deux parties. Je crois que le rôle de l'école, c'est de dire « halte là ». Halte là. On ne règle jamais les problèmes à deux. Le droit, c'est l'interdit de régler les problèmes à deux. C'est l'introduction d'un tiers médiateur, qui peut être un autre adulte. Des personnels de service peuvent être médiateurs parfois dans des conflits qui interviennent entre des professeurs et des élèves, par exemple. Dans un mécanisme aussi complexe qu'une institution scolaire, le moindre des rouages peut gripper totalement la machine. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la façon de servir au self influe sur les résultats en mathématiques. De la même manière que la façon de faire l'éducation physique influe sur le comportement des élèves au self. Bien sûr que le surveillant ne va pas intervenir sur la résolution des équations, ni la personne qui sert au self sur la définition du romantisme en Angleterre. Non. Il ne s'agit pas de confondre les rôles au sein de l'institution, mais il s'agit au sein de cette institution d'impliquer l'ensemble des acteurs dans la construction d'une société de droit, et pour cela de partir des problèmes qu'ils ont tous en commun et qui ne sont pas afférents à tel ou tel contenu disciplinaire, qui sont afférents à la gestion de la communication, des relations humaines et de la violence entre les personnes, qui sont afférents à la construction d'une véritable société conviviale qui ne peut se construire aujourd'hui, je crois, entre autres qu'à l'école.